Rebonjour et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo consacrée à l'Afrique, avec donc une situation très contrastée dans la mondialisation, où donc on va fonctionner par échelle, voire à l'échelle continentale, à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Quelles sont donc ces inégalités d'intégration dans la mondialisation du continent africain? Tout d'abord donc des inégalités d'intégration à l'échelle continentale, avec des lions africains et puis des marches continentales. Avec la question d'abord de l'Afrique du Sud, évidemment. Puisque c'est un pays émergent, il est membre des BRICS et de l'IBAS. C'est avant tout une puissance économique, c'est le pays qui concentre un quart du PIB africain, et qui abrite la plupart des FTN africaines, notamment dans Johannesburg, sa capitale, Johannesburg, et qui est la première place boursière du continent. C'est aussi une puissance politique et militaire qui revendique et donc qui demande à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'elle n'a pour l'instant pas obtenu. Néanmoins, l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent et non un pays développé. Si les indicateurs économiques sont plutôt bons, il reste de nombreuses problématiques. C'est un pays qui est sorti, pour rappel, de l'apartheid en 1991, et on voit malgré tout au sein des villes encore de très très fortes inégalités socio-spatiales, en particulier la question des townships, avec l'exemple de Soweto ici qui est à Johannesburg, où on a un taux de chômage qui est très important, on est à plus de 27% de taux de chômage dans le pays. Et puis c'est le pays au monde qui est le plus touché par le sida, puisque le gouvernement n'a pas vraiment voulu lutter contre cette maladie depuis le début du XXIe siècle. Néanmoins, ce dynamisme touche aussi les États voisins, il déteint sur les États voisins. Par exemple, le Botswana, qu'on voit ici, ou encore la Namibie, sont ainsi de plus en plus dynamiques à leur tour. Grâce au dynamisme de l'Afrique du Sud, le Botswana se développe ainsi, et puis il bénéficie aussi de ressources très abondantes, notamment en diamants, en pétrole, en minerais, ce qui lui a permis, en 1994, de sortir de la liste des PMA. Un tiers de la population est encore très pauvre dans ce pays, mais malgré tout, à l'échelle continentale, le Botswana reste un modèle de développement. D'autres pays sont aussi donc très bien intégrés, ou de moins de plus en plus intégrés. Ce sont les pays que l'on surnomme les lions africains, donc je répète, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et puis l'Égypte. Si on se concentre, nous, ici, sur l'exemple du Nigeria, on peut noter que le Nigeria est une importante puissance régionale grâce à ses réserves de pétrole très importantes. C'est ce qu'on voit ici en rouge sur la carte. Ce sont les puits de pétrole, les champs pétroliers qu'on observe ici. Au cinéma, pour rappel, on l'a déjà évoqué aussi en classe, mais le Nigeria compte un studio qui s'appelle le studio Nollywood, en référence à Hollywood, et puis aussi le Nigeria a une diaspora très importante, notamment à l'échelle continentale. De plus, sa capitale, Lagos, est l'agglomération la plus peuplée d'Afrique, avec 21 millions d'habitants, devant le Caire et Kinshasa. Mais là aussi, si le pays s'est positionné pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, pour l'instant, il ne lui est pas accordé, et tout de même, il faut souligner que le Nigeria a un IDH de seulement 0,51, ce qui est plutôt faible, et donc il reste de nombreux défis pour se développer au Nigeria. Dernier espace qui est quand même très dynamique, c'est la question du Maghreb, puisque le Maghreb et l'Afrique du Nord en général bénéficient de leur proximité avec l'Europe pour se développer. Ils peuvent s'appuyer sur une diaspora aussi très importante et ils bénéficient d'IDE importants de la part des puissances européennes. Leur économie est plus diversifiée que les États du Golfe de Guinée, comme le Nigeria, qui ont des économies de rente, fondées sur le pétrole. Et ils réussissent à tirer avantage de la présence de la route maritime circumterrestre, qui passe, pour rappel, par le canal de Suez et le détroit de Gibraltar, donc au large de leur côte, tout proche, en créant des hubs internationaux comme le port tout récent de Tanger Med au Maroc, qui se veut être un hub d'importance mondiale. D'une façon plus générale, ce qu'on voit assez mal sur cette carte, mais j'ai pas finalement trouvé de documents pertinents pour vous montrer ça, mais il est possible, à l'échelle continentale, d'observer une dynamique centre-périphérie, avec des espaces littoraux qui sont plutôt dynamiques, tout de même. Alors c'est valable notamment pour la Méditerranée, le golfe de Guinée et puis l'Afrique australe.
À l'inverse, on a un espace intérieur qui est quand même moins développé, qui est plutôt enclavé et qui aussi souffre finalement d'un milieu, des climats un peu moins favorables, puisqu'on a le désert saharien, des forêts tropicales, et aussi un manque d'infrastructures important dans ces régions, ce qui explique un certain retard de développement par rapport aux littoraux. Ces inégalités d'intégration s'observent aussi à l'échelle régionale. Si on reprend l'exemple du golfe de Guinée et du Nigeria, on retrouve donc un lion africain, hein, le Nigeria, on l'a déjà dit, avec sa capitale Lagos très populeuse, mais on a aussi des PMA, le Bénin, le Togo, le Liberia en particulier. La région dispose néanmoins de ressources abondantes, hein, il n'y a pas que le Nigeria qui dispose des hydrocarbures, on en a aussi au Gabon, au Congo, etc., en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on voit sur cette carte. On a aussi des productions importantes de café, de coton, de cacao, on a aussi des terres rares, hein, on pense au cobalt, au coltan, etc. de la RDC. Néanmoins, malgré toutes ces ressources, les inégalités sont très importantes, hein. Au Gabon, on a une espérance de vie de la population moyenne qui est à 63 ans, alors qu'en RDC, on est à 49 ans seulement d'espérance de vie. De même, si on reprend à nouveau l'exemple de la République démocratique du Congo, seuls 29%, 29% de la population a accès à l'eau potable, c'est moins d'un tiers en milieu rural, hein, alors qu'en Côte d'Ivoire, on a plus des 2 tiers de la population, y compris en milieu rural, qui a accès à l'eau potable. Ces inégalités aussi, si on finit notre zoom, se retrouvent bien entendu à l'échelle locale, très classiquement. À l'échelle urbaine en particulier, c'est un exemple qui fonctionne très bien, ces inégalités sont donc très fortes. On a déjà évoqué le cas des townships sud-africains où l'on retrouve une très importante ségrégation socio-spatiale qui est héritée finalement de l'apartheid, hein, avec des quartiers pauvres qui sont les quartiers des populations noires généralement. Mais ces inégalités se retrouvent aussi dans la plupart, dans toutes, même les métropoles africaines, qu'on parle du Caire, de Lagos ou de Kinshasa. Ainsi, d'une façon générale, les anciens centres coloniaux accueillent aujourd'hui les CBD, hein, les quartiers d'affaires, par exemple le quartier du Plateau à Dakar. Les grands centres historiques, anciens hein, bien entendu, médiévaux notamment, sont devenus des zones touristiques. On pense à la Médina de Sousse, par exemple. Les quartiers résidentiels des classes moyennes et aisées sont plutôt bien pourvus en infrastructures. On a de l'eau, de l'électricité, des services éducatifs, des bibliothèques, etc., etc. Tandis que les bidonvilles se développent massivement en périphérie des villes. On a une urbanisation galopante dans ces grandes villes, comme dans le bidonville de Kibera, ici, qui est à Nairobi, donc au Kenya, où on compte 1 million d'habitants simplement dans le bidonville. En conclusion, donc, je vous ai remis ici une phrase d'un entretien donné par Philippe Hugon sur le site de l'IRIS. Vous trouverez d'ailleurs l'entretien en intégralité sur le Padlet de la classe, pour ceux qui sont curieux. Mais si on fait, nous, le bilan, plus simplement, de ce cours sur l'Afrique et de la question du développement et de l'intégration à la mondialisation du continent africain, il faut bien sûr remarquer que l'Afrique est un continent qui est très inégalement développé et très inégalement intégré à la mondialisation. Les défis du développement sont nombreux, la réduction des inégalités socio-économiques, la limitation de la ségrégation socio-spatiale, la croissance économique et une meilleure intégration dans la mondialisation ne seront possibles que grâce à une plus grande stabilité politique à l'échelle continentale et à la prise de conscience de la nécessité d'un développement durable. Voilà pour les éléments de conclusion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On retrouve ici toutes les ressources que j'ai pu utiliser pour la vidéo. Donc j'espère que personne ne mettra à rigueur du fait qu'elles ne sont pas mises pour chaque capsule du cours en question. Voilà, en tout cas, bon courage à tous, bonne révision et à très bientôt en classe.